avec peut-être messieurs Hervé Gattegno, Robert Namias, Guillaume Goubert. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci de prendre place dans ce studio. Peut-être un paradoxe criant pour commencer. Les chaînes d'infos multiplient les records d'audience avec leur traitement des gilets jaunes. Et c'est vrai qu'on a une appétence, qu'on a en tout cas le réflexe maintenant, habituellement, d'aller chercher des choses à la télévision. Et pourtant, leur traitement même est contesté. Et la télé, Guillaume Goubert, alors vous représentez la presse écrite, mais la télé est probablement le média qui est le plus décrié dans cette enquête. Tout à fait, il y a un paradoxe qu'on peut résumer en partie puisque je suis sur antenne de radio, qui est que les Français aiment la radio et regardent la télévision. Je pense que ça traduit avant tout un besoin d'information qui est énorme, et il y a encore cette idée que la télévision est le média qui permet de prendre le plus conscience de la réalité, puisqu'on a à la fois du son et des images. Et les chaînes d'information continuent à développer depuis quelques années maintenant une idée de direct qui fait qu'on a l'impression d'être branché directement sur les événements. Et en même temps, il y a un grand malaise qui ressort de ce sondage que nous avons fait pour la 32e fois, et notamment une insatisfaction par rapport à la façon dont ont été traités les gilets jaunes, le sentiment que les médias ont trop dramatisé et qu'ils ont donné trop la parole à des personnes extrémistes. C'est ça, et aussi à des experts, trop de commentaires à défaut du terrain et de l'investigation, ça on va y venir aussi. Hervé Gattegno, quand on est journaliste et patron de rédaction comme vous, qu'est-ce qu'on fait avec ce type d'enquête ? D'abord, on regarde en détail les chiffres. Ils ne nous surprennent pas complètement, on le sait. C'est une pente qui est un peu inexorable. Il y a une défiance générale envers tout ce qui représente peu ou prou les élites. Ça vaut pour les intellectuels, ça vaut évidemment pour les politiques, ça vaut pour les institutions, ça vaut pour les économistes. Et donc, évidemment, ça vaut pour les médias. On trouve, nous, journalistes, que ce procès est globalement fondé. Et puis, on trouve aussi qu'il est souvent injuste. En réalité, les médias, ça fonctionne comme un miroir. Un miroir, on a besoin et on a envie de le regarder tout le temps, et on n'aime pas toujours ce qu'on y voit. Mais néanmoins, on y revient, on regarde, on s'observe, on s'analyse, et ça nous aide aussi à progresser. Pour autant, est-ce que c'est le miroir qui a forcément tous les défauts qu'on lui prête ? Mais attention, il y a aussi des miroirs déformants, on le sait. Et on va les analyser justement. Ludovic va réagir au 39-21 dans un instant. Il nous appelle. En attendant, Dominique Ehot sur Twitter nous dit, et je vous fais réagir là-dessus, Robert Namias: je ne comprends pas la colère des Gilets jaunes contre BFM. Ils peuvent leur dire merci. Ils ont fait monter la sauce avant le 17 novembre. Ils continuent de le faire, c'est vrai. Et pourtant, aujourd'hui, on voit des journalistes de la rédaction pris à partie qui n'osent même plus arriver avec leur bonnette BFM, qui viennent en voiture banalisée. Robert Namias, il y a aussi un pourrissement de la situation et de notre image à l'extérieur. Oui, on est à la fois dans quelque chose qui est assez classique, connu, notamment à l'égard de la télévision. Moi, quand je dirigeais TF1, le journal faisait chaque soir 10 millions de téléspectateurs. Et on disait quand même à l'époque beaucoup de mal de TF1. C'est ce que vous disiez. On en disait d'autant plus de mal qu'on le regardait, et qu'on le regardait massivement. La situation est un peu différente aujourd'hui, parce que ces sondages-là, et notamment celui de la Croix, moi, depuis 20 ans, je le commente. Avant, c'était Télérama, dans mon souvenir. Nous étions associés Télérama. Voilà, absolument. Et contrairement à ce qu'on dit, il n'a pas toujours montré la même chose. C'est-à-dire que très longtemps, par exemple, la télévision a été le moyen d'information considéré comme le plus crédible. Et la réalité aujourd'hui, c'est pour ça que je considère qu'il n'est pas tout à fait dans la lignée des autres, et qu'on ne peut pas dire comme chaque année, oui, mais finalement c'est assez banal, c'est assez inéluctable. Pas du tout. Je considère que c'est un véritable chiffon rouge. Je considère que la baisse de crédibilité de la télévision doit vraiment interroger ceux qui la font, et que en ce qui concerne la presse écrite et la radio, il y a matière à réflexion, même si la crédibilité est moins entachée, moins atteinte qu'en ce qui concerne la télévision. Oui, et puis vous parlez de télévision en général, la crédibilité des chaînes d'infos généralistes est peut-être moins entachée que les chaînes d'infos continues, puisque vous parliez de TF1 il y a un instant, Robert. Je n'avais pas répondu concernant BFM, d'abord, parce que je ne veux pas faire de commentaires sur les confrères. Non, et puis nous, on fera aussi notre mea culpa à la radio. Je remarque deux choses. Effectivement,
on a eu des scores d'audience tout à fait exceptionnels et considérables pour l'ensemble, en particulier pour BFM, mais pour l'ensemble des chaînes d'info. Et si on en parle, c'est parce qu'elles nous nourrissent. Et on se dit, si ça fonctionne, alors on doit le faire aussi, Europe 1, RTL et TF1. Mais c'est là qu'on rentre quand même dans des mécanismes de programmation qui font qu'on n'est pas tout à fait dans le même rapport. La radio ne fait pas, ça s'est fait dans le passé, ça peut encore se faire, à l'occasion d'événements tout à fait exceptionnels, mais la radio n'a pas fait d'information continue. Vous-même à Europe 1, vous n'avez pas fait la même information. Même s'il y avait une très forte présence, il n'y avait pas la même information continue et la même puissance des images que sur les chaînes d'infos lors des 8 ou 10 derniers samedis. Et donc le rapport n'est pas tout à fait le même. La nouveauté, si vous voulez, je parlais tout à l'heure de TF1, des chaînes de télévision, dont je pourrais parler de France 2 et des autres. La grande nouveauté depuis une petite dizaine d'années, mais même pas depuis 4-5 ans, c'est compte tenu... Avant, les chaînes d'info étaient très peu regardées. Maintenant, elles sont puissamment regardées. Et elles ont une structure de programme, en particulier, alors là pour le coup, en particulier BFM, plus que les autres, qui est une structure de programme volontairement à répétition. Tous les quarts d'heure, on redonne les mêmes informations, on redéveloppe les mêmes commentaires, etc. Donc, il y a un caractère, si vous voulez, massif. On semble appuyer de la même manière, dans le même sens, avec les mêmes angles, ce qui d'ailleurs induit ce qu'on peut appeler aussi du bashing à propos de certains événements. On va y revenir avec vous, Robert Namias, Hervé Gattegno pour le JDD, Guillaume Gouvert de la Croix, Ludovic qui réagit au 39-21, Lionel également qui veut nous donner son sentiment au cœur de ce baromètre, notamment la mobilisation des Gilets jaunes et le traitement médiatique de cet événement. Vous êtes nombreux à vouloir réagir sur la question et on vous donne la parole au Standard d'Europe. Pourquoi les Français n'ont jamais eu aussi peu confiance dans les médias? C'est le résultat du baromètre annuel publié hier par La Croix, dont le directeur Guillaume Goubert est avec nous ce matin. Nous sommes aussi avec Hervé Gattegno, le directeur du Journal du Dimanche, et Robert Namias, grande voix d'Europe 1, ancien directeur de l'information de TF1, et auteur avec Michel Cotta du roman Fake News. C'est un thriller politique, paru chez Robert Laffont. Vous êtes à la radio, un média qui n'est pas exempt de critiques, mais qui est traditionnellement jugé comme le moyen d'information le plus fiable. 50% de niveau de confiance, devant la presse écrite à 44% et la télévision à 38%, derrière Internet, mais évidemment tous ces supports perdent en confiance. Je vous donne la parole parce que 67% d'entre vous trouvent que nous avons, et je nous inclus donc, dramatisé l'événement des Gilets jaunes. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour Wendy. Bonjour, merci de venir donner votre sentiment sur Europe 1. Je me souviens de vous avoir donné la parole il y a plusieurs mois dans différentes émissions. Puis vous m'avez envoyé un jour un petit tweet en disant c'est fini pour moi, je dis les choses en toute transparence, hein. Vous me permettez? Oui. Bon, c'est fini pour moi, j'étais un fidèle d'Europe 1, vous m'avez déçu, donc je ne veux plus écouter, la manière dont vous traitez les choses me déçoit. Alors, on n'est pas allé dans le détail, donc je n'ai pas exactement compris ce que vous vouliez dire, mais c'est le moment de le dire, je pense, Ludovic, maintenant que vous n'êtes pas le seul à être déçu, précisément. Alors, effectivement, on est de plus en plus nombreux, chaque citoyen, chaque individu, avec un niveau de lecture différent. Mais là, c'est vrai que ça commence à se voir, quoi. On voit évidemment les liens qui se font entre médias, politique et finances. Chacun a son niveau, un niveau de lecture différent, mais un niveau de compréhension qui est le sien. Et ça commence vraiment à exaspérer les gens. Moi, au début de la crise Gilets jaunes, je suis allé à la rencontre de personnes. Je suis allé discuter avec des gens que j'aurais pas été supposé rencontrer autrement, dans un autre contexte. Je suis allé en sortie de supermarché, discuter avec des gens. J'ai rencontré des personnes, je pense à une petite mamie, qui me racontait sa déception et qui me disait mais qu'elle avait voté pour la personne qui est à l'Élysée actuellement en écoutant la télé. Donc voilà, ça c'est son niveau de lecture et de compréhension à elle, et elle se sent flouée, elle se sent trahie. Au début elle était très déçue, elle culpabilisait un petit peu, et puis en défilant son propos, elle s'est presque énervée, cette petite dame. Et forcée de constater... énervée parce qu'elle s'est sentie flouée parce qu'elle a entendu à la télé. Exactement, on lui a dit, et il y a des éditorialistes qui ne s'en privent pas à conseiller un candidat plutôt qu'un autre, ou à en descendre un sans justification aucune. Les éditorialistes, par définition, Ludovic, c'est aussi, ils ont leur chemin de vie politisé, etc. Mais vous, qu'est-ce qui vous choque dans le traitement médiatique actuellement? Parce que vous parliez des liens médias, politique, finance, il y a un grand amalgame là, manifestement. Vous sentez qu'on est à la solde de quelqu'un, qu'on n'est pas libre de nos propos?
À la solde, force est de constater, Robert Namias, qui est toujours très clairvoyant et intéressant à écouter, parler de BFM à l'instant. C'est vrai que le traitement même de l'info, le mode de fonctionnement de BFM prête à cette sensation, cette perception de martelage, de matraquage. Et on sait qu'il y a eu des liens, des renvois d'ascenseurs entre le parti politique qui est au pouvoir actuellement et cette chaîne, le rachat d'SFR. Enfin, on sait qu'il y a eu des choses pas nettes. Il y a des gens que ça énerve un petit peu. Il y a des gens qui sont sentis floués d'avoir voté en écoutant des conseils de personnes médiatiques. Je voudrais donner la parole. Il y a une méfiance. À Hervé Gattegno, parce que il y a un quart seulement des sondés dans cette enquête, dans ce baromètre, qui jugent que les journalistes sont indépendants du pouvoir et de l'argent. Il y a beaucoup de choses dans ce que dit Ludovic, mais c'est vrai qu'on a entendu aussi beaucoup ces arguments dans le débat public. Oui, on a envie de répondre quand même à Ludovic que, bien sûr, chacun a son opinion. Les médias qu'on regarde, qu'on lit ou qu'on écoute, ils contribuent à nous forger une opinion. Ensuite, lorsqu'on change d'opinion, ce qui au fond est une chose très naturelle dans la vie, on peut changer d'opinion. On peut changer d'opinion aussi en découvrant que ce qu'on avait espéré ne se produit pas, ou en ayant regardé un autre média ou consulté un autre média qui a enrichi notre opinion et qui nous l'a fait changer. Donc, tout ça est raisonnable. Ensuite, on se mélange un petit peu les pinceaux dans ce que vous dites, Ludovic. Vous parlez du rachat de SFR, vous faites un lien avec le pouvoir actuel. Le rachat de SFR est antérieur au pouvoir actuel. Donc vous voyez que on peut aussi faire des confusions. Mais au fond, le débat n'est pas là. Personne n'est obligé d'avoir une confiance inébranlable dans les médias, pas plus que dans le pouvoir politique. Mais les médias font partie du paysage, donc on les regarde, on les consulte, et je termine très rapidement. Ce que je veux vous dire, monsieur, c'est que la grande force que nous avons dans une démocratie comme la nôtre et dans toutes les démocraties, c'est qu'il y a le pluralisme des médias. Et au fond, si chacun d'entre nous fait comme vous et rêve en réalité d'un objectif qui est absolument hors d'atteinte, qui est de pouvoir consulter des médias dans lesquels on s'identifie entièrement, c'est-à-dire que le média que je regarde ou que j'écoute en ce moment correspond exactement à ce que je pense moi sur un événement qui est en train de se produire. D'abord, vous voyez bien que ça ne peut pas se produire, et si tel était le cas, ça ne ressemblerait pas à ce que nous connaissons dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique, il faut qu'on puisse discuter comme nous le faisons en ce moment avec vous au téléphone, aussi, et il faut que nous soyons parfois en désaccord, parfois en accord, et que chacun apporte des arguments qui sont différents et qui nous permettent de forger nos convictions. Vous avez parlé des éditorialistes, vous avez dit à la télévision, vous savez, je ne sais pas quelle chaîne regarde la dame que vous avez rencontrée dans ce supermarché, mais il est rarissime que des éditorialistes, pendant les campagnes électorales, appellent ouvertement à voter pour un candidat. Ça peut arriver, mais justement, là aussi sur des chaînes, c'est le cas de BFM TV, mais c'est le cas sur toutes les chaînes, il y a des éditorialistes d'opinions différentes et ils débattent entre eux, et vous assistez à ce débat et ça vous aide à vous forger votre opinion. Ludovic, avant une petite pause. Alors, sur la chronologie des choses, je sais très bien ce qui a été antérieur à d'autres. Enfin, voilà, je sais ce qu'il en est quand même. Sur le fait de multiplier les sources, j'ai quand même une vraie sensibilité à ça, évidemment. C'est justement aussi pour ça que je le fais. Enfin, je sais qu'il faut multiplier les sources, c'est clair, net et précis. Le débat, il est riche. Moi, je vous parle juste simplement, je ne me fais même pas le porte-parole de moi-même, là, mais d'une perception mais absolument générale autour de moi. Bon nombre de mes amis, de plus en plus nombreux, ne regardent même plus la télé, ils ne l'allument plus. Moi, je vous dis, pendant la dernière campagne électorale présidentielle, un matin, je me suis réveillé, j'ai allumé la télé en prenant mon café, j'ai décidé de ne plus jamais l'allumer, compte tenu d'un édito qui ne se justifiait pas à ce moment-là. Voilà, vous êtes en question n'avait mais si c'était pendant la dernière campagne présidentielle, Ludovic, vous avez donc du mal à porter un jugement sur la façon dont les médias ont rendu compte, et notamment les chaînes de télévision, du mouvement des Gilets jaunes, puisque ça s'est passé ces derniers mois. Donc ça veut dire que vous n'avez pas regardé la télévision à ce moment-là. On verra si Ludovic y revient à la radio. En tout cas, merci pour votre élément de synthèse. C'était évidemment pas facile. On va essayer de vous donner la parole au maximum. Merci Ludovic. Quant à Mijo qui nous dit sur un petit message au 3921, il nous écrit
écrit de Neuilly-sur-Seine. L'interview du président Macron par Bourdin et Plenel a fait beaucoup de tort à la crédibilité des journalistes. J'ai constaté que cette interview avait fait du tort à la profession. Vous cherchez le spectaculaire. On va parler du spectaculaire, justement. Guillaume Goubert, Robert Namias, pour vous répondre, échanger aussi avec vous, comme avec Ludovic. À tout de suite avec Florence au 39-21. Pourquoi faites-vous si peu confiance aux médias? C'est le résultat du baromètre annuel publié hier par le journal La Croix. Wendy Bouchard. Stéphane nous écrit de Versailles. J'ai été journaliste et je comprends la mauvaise perception des journalistes par la population, notamment avec les gilets jaunes. Il y a une grande différence entre les journalistes de terrain et les commentateurs à Paris. C'est un thème sur lequel on va revenir. Le terrain et le commentaire en studio, en effet. Hervé Gattegno, Robert Namias, Guillaume Goubert de La Croix. Je vous donne la parole, Guillaume, sur l'une des questions que soulevait Ludovic, notre auditeur à l'instant. C'est que nous sommes suspects de ne pas être indépendants. Donc, les sondés jugent que nous sommes liés au pouvoir ou à l'argent et on nous met comme ça dans une caste, dans une sorte d'amalgame qui fait mal, évidemment. Oui, tout à fait. Alors, c'est une question que nous posons comme les autres, la plupart de sondages tous les ans depuis longtemps. Or, sur ce critère précis de l'indépendance à l'égard du pouvoir politique et du pouvoir économique, en fait, les chiffres cette année sont assez stables. Il n'y a pas de dégradation marquée, c'est à peu près égal. Donc, c'est un petit peu paradoxal par rapport à tout ce qu'on entend ces jours-ci. Mais ça, c'est une analyse quantitative. Si on regarde les choses de manière un peu plus qualitative, ce que je trouve très préoccupant, c'est que sans doute il y a cette idée que les médias, parce qu'ils ont des propriétaires, ont des liens, etc. Mais il n'y avait pas forcément d'attaque contre les individus journalistes, contre les personnes qui font ce métier. Or, cette année, et spécialement, c'était les institutions qui étaient, mises en cause. Alors que là, on a vu ces derniers mois que maintenant, ce sont les personnes, les individus. Moi, j'ai découvert récemment qu'il y avait un mot qui circulait beaucoup sur les réseaux sociaux. On ne dit plus les journalistes, on dit les journalopes. Et ça s'est traduit par des actes violents. Et dans notre sondage, on a posé la question de l'agressivité à l'égard des journalistes. Il y a une majorité relative qui dit que c'est pas bien, mais il y a quand même une certaine compréhension de cette agressivité de la part d'une bonne part des Français. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Ah ouais, dans le média bashing, tout à l'heure, Robert Namias, vous regardiez Hervé Gattegno échanger avec cet auditeur. Ce qui ressort aussi pas mal de cette enquête, c'est que finalement, les Français ont soif en une bonne information. Ce n'est pas qu'ils rejettent la profession, c'est qu'ils nous demandent simplement de mieux faire notre travail. Oui, je crois c'est là qu'il faut réfléchir sur nos pratiques d'aujourd'hui et futures, parce que il y a une vraie réflexion à conduire, à partir de ces critiques d'ailleurs, qu'il faut prendre tout à fait au sérieux, sur la façon dont les journalistes travaillent aujourd'hui. Je crois que ce qui différencie précisément les réseaux sociaux, qui parlent de journal, qui parlent de merdia aussi, c'est la grande expression qu'on lit sur les réseaux sociaux, qui est absolument insupportable. D'ailleurs, moi, je récuse évidemment tout à fait ça. Ce qui ressort quand même, c'est que au fond, mais dans tous les sens, les journalistes n'ont pas assez de recul, n'enquêtent pas assez, ne décryptent pas assez, contrairement à ce qui est souvent dit. Et ça, c'est une réalité. Je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu de la rapidité avec laquelle, vous parliez des chaînes d'infos tout à l'heure, avec laquelle les infos arrivent à l'antenne, c'est très compliqué. Mais ça doit être, même si c'est très compliqué, ça doit être. Oui. C'est très compliqué toujours de vérifier. Alors on s'appuie sur selon un tel, selon l'AFP, selon le Canard enchaîné. Sauf que derrière le Canard enchaîné, derrière l'AFP, il y a également des journalistes et on ne sait pas s'ils ont vérifié eux-mêmes. Donc, mais Robert, ça va trop vite, et deux, on ne donne pas les moyens toujours. Je crois que dans chacune rédaction, on doit retrouver ce travail fondamental de vérification. On va me dire qu'on le fait. Moi, je dis qu'il n'est pas fait suffisamment. Je voudrais quand même répondre sur un point très précis, parce qu'en ce qui concerne l'indépendance à l'égard du monde économique et à l'égard du monde politique, vous dites que ça ne change pas. Le chiffre est catastrophique. Autour de 75%, mais il n'a pas baissé cette année. Il faut quand même le dire, autour de 75% des Français pensent que les journalistes ne sont indépendants ni du pouvoir économique ni du pouvoir politique. Oui. Honnêtement, c'est quelque chose qu'on a toujours connu. On voit encore aujourd'hui ressurgir régulièrement la mise en accusation des 9 milliardaires propriétaires de l'ensemble des médias en France. Moi, je dirais deux choses. D'abord, et je pense qu'on peut faire crédit à notre expérience, à celle d'Hervé Gattegno, à la mienne et à d'autres. Compte tenu de notre ancienneté, je peux vous dire, et c'est facile à démontrer, qu'aucun média n'a jamais fait une élection. Donc déjà, j'ai même des exemples extrêmement précis, puisqu'on avait accusé TF1, alors que j'en étais directeur de la rédaction, d'avoir tenté
de soutenir Édouard Balladur, ce qui d'ailleurs n'était pas mon cas. Donc BFM n'a pas fait Emmanuel Macron. Ce qui n'était pas mon cas. Mais TF1 a si bien, avec sa puissance, soutenu Édouard Balladur que Jacques Chirac a été élu et Balladur éliminé au premier tour. Donc, et ça a toujours été comme ça. Et en ce qui concerne le pouvoir, alors je pourrais en parler pendant des heures, mais en ce qui concerne le pouvoir de l'argent, parce que c'est plus important, je crois que les gens y attachent encore plus d'importance. En 45 secondes, Robert. Pour la plupart des médias, y compris les chaînes d'infos, mais c'est vrai pour les chaînes généralistes, c'est vrai pour des journaux de presse écrite, etc. D'abord, il faut dire très clairement les choses. Il faudra qu'on m'explique comment on peut financer des journaux sans actionnaire, c'est-à-dire sans quelqu'un qui ait de l'argent. Ben oui. Moi, j'ai dirigé un journal qui s'appelle Nice Matin, qui est un merveilleux journal, un formidable journal que j'adore. J'avais été appelé par une coopérative. Il se trouve qu'on voit bien qu'aujourd'hui, cette coopérative ne sortira pas si elle ne fait pas appel à des actionnaires qui ont de l'argent. Et en ce qui concerne les actionnaires eux-mêmes, qui en général dirigent des journaux d'information généraliste, je vais vous dire une chose. Si vous voulez garder des lecteurs, des auditeurs ou des téléspectateurs qui, par définition, sont divers, variés, ont des opinions de nature tout à fait différente, vous devez respecter un minimum de pluralisme. C'est même une affaire commerciale. Si vous voulez ne pas perdre trop d'argent dans la presse, vous devez respecter le pluralisme. Merci Robert Namias. On retrouve Hervé Gattegno du JDD, Guillaume Goubert de la Croix pour parler de cette défiance envers les médias, les journalistes, comment redéfinir l'idée de la médiation, de l'information, sur quel sujet devons-nous faire pour le coup notre mea culpa. Je vous donne la parole messieurs, et puis Florence et Johan nous rejoignent au 3921. Beaucoup de réactions sur ce sujet-là, évidemment parce que c'est au cœur de nos vies. A tout de suite avec vous Julie. Le tour de la question sur le niveau de confiance des Français dans les médias. Je vous lis un tweet qui nous arrive et qui est signé Jean-Louis. Wendy, ce qui est gênant, c'est que les journalistes ne sont plus différenciés des éditorialistes, des chroniqueurs, car il n'y a plus de différence entre l'information, l'analyse et l'opinion, ce qui conduit à la confusion et au rejet. Alors c'est vrai qu'on nous demande du décryptage, et vous l'avez aussi expliqué, ces sons de tout niveler, Robert Namias, Guillaume Goubert, vous êtes directeur de la Croix et vous analysez aussi ce baromètre de confiance des Français dans les médias. Hervé Gattegno, vous voulez répondre à ce tweet ? Oui, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, très souvent, les journalistes qui sont devenus des éditorialistes ou des commentateurs et qu'on voit en direct dans des émissions, ils ne sont pas nés éditorialistes. Ils ont avant été reporters, oui. Ils ont suivi la rubrique politique, la rubrique économie, et c'est ça qui leur a donné une certaine légitimité pour devenir éditorialistes. Donc ils ont cette expérience. Ensuite, je trouve et je continue de penser que le travail des médias en général, c'est le sens du mot média, c'est d'opérer une médiation entre ce qui se passe, l'événement ou la parole de quelqu'un et celui qui l'écoute, celui qui la lit. Dans l'épisode des Gilets jaunes, moi, il m'a semblé, et je sais que c'est peut-être à rebours de ce que pensent beaucoup de ceux qui nous écoutent et beaucoup de ceux qui sont en sympathie avec le mouvement des Gilets jaunes, il m'a semblé qu'on n'apportait pas suffisamment la contradiction aux Gilets jaunes qui s'exprimaient sur toutes les antennes. Il y a eu des moments où c'était même un peu gênant. Au début du mouvement, on a vu pendant 8 jours sur toutes les chaînes de télévision, et notamment les chaînes d'infos continues, mais pas seulement, une dame qui expliquait qu'elle souffrait énormément parce qu'elle avait 1 000 € de différence entre son revenu brut et son revenu net. Et on l'a entendu dire ça sur toutes les chaînes et exprimer sa difficulté, ses fins de mois difficiles. Si vous faites un rapide calcul, si vous avez réellement ces 1 000 € d'écart entre le brut et le net, ça veut dire que vous gagnez à peu près 5 000 € par mois. Oui. Et quand on a 5 000 € par mois en France aujourd'hui, on n'est pas réellement en difficulté. Le problème, c'est que pendant que cette dame disait ça en direct, eh bien, il n'y avait pas sur les plateaux immédiatement derrière une contradiction qui était apportée, une forme d'expertise, mais vraiment d'expertise avec des guillemets, une expertise vraiment minimale pour dire simplement ce que je viens d'observer là. Mais là, la presse écrite vous protège un peu de ça. Vous avez un peu plus de temps quand on dirige un hebdomadaire comme vous, le JDD, on a le temps de se donner du temps de faire de bonnes enquêtes. Oui, il faut le faire, c'est nécessaire, mais vous l'avez dit tout à l'heure, faire des bonnes enquêtes, ça demande beaucoup de moyens, c'est la difficulté des journaux, c'est pour ça que tout se rejoint, c'est aussi pour ça que Robert Namias a raison de dire qu'il faut aussi des actionnaires et des puissances financières, des puissances économiques, des groupes qui ont la possibilité de financer l'information, et c'est pourquoi je veux redire aussi en petit post-scriptum que quand on dit que les journalistes sont indépendants, ça ne veut pas dire qu'ils sont seuls au monde et qu'ils ne rendent de
compte à personne. Ça veut dire qu'ils ont réellement l'indépendance de choisir leur sujet et de choisir la façon dont ils les traitent. Je dirige un journal. Dans mon journal, nous faisons librement nos choix. L'actionnaire ne nous téléphone jamais. Nous savons qui est l'actionnaire. C'est le même que celui d'Europe 1, c'est le groupe Lagardère. Je ne reçois jamais de coup de téléphone du groupe Lagardère pour me dire quel sujet je dois traiter et quel sujet je dois mettre en une du JDD. Et ça, pourtant, les Français sondés ont du mal à l'entendre, hein, Guillaume Goubert. Oui, tout à fait. En prolongement de ce que vient de dire Hervé, si on fait un peu notre examen de conscience sur la manière dont nous exerçons ce métier, je pense que dans la période récente, les médias ont eu un peu trop tendance, alors c'est toujours terrible de dire les médias, hein, soit dit en passant, c'est une espèce d'expression globalisante, totalitaire, mais disons notre profession a eu un peu trop tendance, tous médias confondus, à mettre toutes les versions concurrentes de l'actualité sur la table, donner la parole à quelqu'un qui dit une chose, quelqu'un qui dit une chose radicalement différente, et finalement ne pas suffisamment au milieu de ça, et c'est un peu ce que soulignait Hervé, dire quelle était la vérité des faits, ou du moins ce que l'on savait de la vérité des faits, parce que c'est difficile de l'atteindre, mais on peut en approcher. Et je pense que le rôle des journalistes, fondamentalement, ils peuvent faire beaucoup de choses, mais au fond de notre métier, la chose la plus importante, c'est d'apporter à nos lecteurs, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, des faits relativement bien établis. Ensuite, on peut débattre, on peut discuter, et beaucoup d'opinions sont légitimes et c'est intéressant de les entendre, mais la première chose à faire, c'est établir les faits. Est-ce que c'est ce qui vous manque? Bonjour oui, bonjour. Dans votre approche aujourd'hui de l'information telle qu'on vous la livre, c'est cette expertise, enfin cette analyse des faits pour vous? Complètement. Moi, je suis complètement d'accord avec vos invités et je suis une fidèle auditrice d'Europe 1 depuis 35 ans. C'est vraiment Europe 1 fait partie de mon ADN, mais là, moi, je voudrais vraiment revenir, non pas sur l'indépendance, parce que je suis pas totalement d'accord avec ce qu'a exposé Ludovic. C'est vraiment un problème de traitement de fond. Et la crise des Gilets jaunes a été vraiment la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que moi, je ne trouve plus de fond, je ne trouve plus d'objectivité. Je trouve que tous les sujets qui sont mis dans les journaux, etc., c'est toujours un prisme, c'est biaisé. Il y a une espèce de violence et d'agressivité. Alors, je parle même pas des télés en continu que je ne peux même pas regarder tellement je trouve que le prisme est vraiment insupportable. Mais même sur Europe 1, je le retrouve dans le traitement des sujets. Il y a quand même des choses positives dans ce pays. Alors Florence, si vous voulez bien, je vais juste faire une petite pause. Je vous reprends juste après la pause et vous allez nous redire ce que vous entendez par prisme et par biaisé, parce que Sylvie nous dit la même chose sur Twitter. Certains journalistes ne présentent les faits que d'un seul point de vue. On aimerait juste comprendre ce que vous entendez par là pour donner la parole à nos invités. Vous bougez pas, hein, on revient tout de suite et vous êtes avec nous au 3921. Pourquoi les Français n'ont jamais eu aussi peu confiance dans les médias? C'est le sujet de notre émission, le tour de la question jusqu'à 10h. Avec Guillaume Goubert de la Croix, directeur de la Croix, Hervé Gattegno, directeur du JDD, Robert Namias, grande voix d'Europe 1, auteur de Fake News chez Robert Laffont. Florence, vous êtes toujours avec nous de La Rochelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par les médias ne traitent que d'un prisme un sujet, par exemple? Est-ce que vous avez un exemple à nous donner? C'est toujours un peu le prisme du sensationnel. Moi, j'ai l'impression qu'on veut faire du closer partout. Et moi, j'aime pas, je lis pas closer. Donc, j'attends du fond, de la prise de recul, de l'analyse et de l'objectivité. Donc, on donne la parole toujours aux extrêmes, aux plus violents, etc. Et je trouve que il n'y a pas assez de recul, de fond. Et ce qu'on attend des médias, ce que moi j'attends des médias en tout cas, j'attends d'être informé, mais d'être informé avec du fond. Bien sûr. Et à chaque fois, quand il y a une interview, je trouve qu'il y a beaucoup d'agressivité. On va chercher la petite phrase, on va chercher, les éditorialistes, Là, pour une fois, je vais défendre ma maison que vous écoutez depuis 35 ans. J'ai le sentiment quand même qu'on essaye d'aller vraiment dans ce sens-là, de la construction, de l'échange plutôt apaisé pour faire ressortir des choses, mais on a sans doute beaucoup à parfaire. Alors, vous n'écoutez pas Madame Crespo-Mara le matin. Oui, c'est pas, par exemple, cette interview, qui est une interview politique. Absolument dingue. Alors, Robert Namias, est-ce que vous pouvez répondre à Florence? C'est une très bonne journaliste par ailleurs, je trouve en tous les cas. Sans doute, mais très agressive. Mais moi, je pense que vous posez la vraie bonne question, qui est double d'ailleurs, qui est celle du recul par rapport à l'information, qui induit la question centrale, qui est celle de ce métier des journalistes, c'est celle de la hiérarchie de l'information. Et ce qui a provoqué effectivement cette espèce de déferlante anti-média, moi je pense que c'est
une perte totale des repères en matière de hiérarchie de l'information depuis 2 mois et demi pour la quasi-totalité des médias, presse écrite, radio et télévision. Ouais. Mais qui plus est encore, sans doute la télévision que la presse écrite et la radio. Pourquoi ? Parce que je le vois bien si on reprend 2-3 exemples très concrets. C'est vrai que des jours entiers, je ne parle pas que des samedis, mais des jours entiers, et pas seulement sur les chaînes d'infos, qui par ailleurs font un travail quand même assez remarquable et difficile, des jours entiers, on a eu l'impression qu'il ne se passait plus rien dans le monde, y compris des choses vraiment très importantes. Par exemple, et d'ailleurs ça peut avoir un écho, on commence un tout petit peu, mais ça peut avoir un écho très important sur le regard qu'on peut avoir dans le secteur de la politique française. C'est ce qui se passe au Venezuela. Est-ce que vous pensez que c'est inintéressant ce qui se passe au Venezuela, Maduro, l'écho que ça peut avoir compte tenu de ce que l'on dit du côté des Insoumis, de Mélenchon, etc. Bon, cette hiérarchie de l'information a tellement été... Alors ça, on en reparle un peu du Venezuela. Oui, bon, d'accord, bon, ça fait 24 heures. Oui. Est-ce qu'on a vraiment parlé de ce qui se passe en Angleterre, où c'est une catastrophe absolue? Alors, on découvre aujourd'hui que le Brexit pose des problèmes. Enfin, depuis 2 mois et demi, j'ai le sentiment qu'on a eu beaucoup de papier de correspondants dans le JDD, anglais. Dans le JDD. Oui, voilà, la presse écrite donne plus de place à ce sujet. Il y a la question fondamentale qui est posée, c'est celle de la hiérarchie de l'information et du recul par rapport aux interlocuteurs que l'on donne à voir et à entendre. Mais là, on parle beaucoup de télé et radio. Évidemment, ce sont les 2 médias de préférence des Français, mais quoique la presse écrite est en deuxième position. Dans la presse écrite, vous faites vraiment une hiérarchie de l'info. D'abord, il y a les rubriques, Guillaume Goubert, et puis vous avez le temps d'enquête. Pour le coup, La Croix est exemplaire aussi à ce titre. Merci. Effectivement, moi, une de mes fiertés de ces derniers mois, c'est qu'à un des moments très chauds des Gilets jaunes, on a fait une qui était absolument magnifique avec le visage d'une femme Rohingya, ces réfugiés musulmans de Birmanie qui vivent au Bangladesh, où il y a un camp qui fait 1 million d'habitants. Voilà, effectivement, nous avons ce privilège, cette chance de pouvoir, comme ça, attirer l'attention sur des situations dont on ne parle pas suffisamment. Mais nous avons consacré énormément de place aux Gilets jaunes aussi. Par exemple, ce numéro, il s'est vendu comment par rapport aux autres? Alors nous, on vend très peu en kiosque, on est principalement par abonnement, donc mais par contre, on a eu des retours amicaux qui nous ont fait très très plaisir et des remerciements justement d'avoir un jour diriger le projecteur dans une autre direction. Mais il y a ça aussi, la difficulté de, quand tout le monde fait le même sujet, de prendre le pas de côté, Hervé Gattegno, vous le savez bien. Mais il ne faut pas être hypocrite avec ça. Faire un journal, c'est aussi faire un produit que l'on a besoin et que l'on cherche à vendre. C'est notre objectif. Et donc oui, nous voulons faire des journaux qui se vendent. Pour autant, est-ce qu'il faut, comme le dit Florence, faire du sensationnalisme? Je ne le crois pas. Les ventes du journal du dimanche se portent assez bien. Nous ne faisons pas de sensationnalisme. Nous ne courons pas systématiquement après les événements les pires. Et nous essayons en effet chaque semaine de donner une diversité de sujets et aussi de points de vue pour les traiter. Nous avons appelé à la modération dans le mouvement des Gilets jaunes. Nous avons aussi raconté les difficultés du pouvoir à trouver une solution. Et vous savez, moi, chaque semaine, après la parution du journal, je reçois des messages de gens qui me disent vous êtes trop favorable à l'opposition, vous défendez trop le pouvoir, vous êtes trop sévère avec Mélenchon, vous êtes trop sévère avec Macron. Et ça montre d'une certaine façon que tout le monde est très critique avec nous et tout le monde a raison de l'être, et ça prouve que nous offrons à nos lecteurs une diversité de points de vue. Et on continue à être critique. Xavier, parce que je suis transparent, sur Twitter, nous dit chacun autour de la table va donc défendre son média pendant 1 heure. Ici au JDD, on a fait une superbe... Non, c'est pas vrai, on fait justement notre examen, je crois qu'on le prouve depuis 9h ce matin, mais on vous donne des exemples précis pour montrer aussi comment on fait notre part pour améliorer les choses. Juste après la pause, vous avez la parole, s'il vous plaît. On défend, on ne sait pas qu'on ne défend pas nos médias. On les connaît, donc on essaie de le faire, bien sûr. Et de dire des choses qui correspondent à la réalité que l'on vit. Et essayons aussi d'être apaisés sur ce sujet-là. Johan a la parole dans un instant, 39-21. Quelles sont les raisons de la défiance des Français envers la presse? Qui en est responsable? Comment réconcilier les Français et les journalistes? Les médias doivent-ils se remettre en question? Autant de questions justement qu'on se pose jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et ses invités. On veut plus de reportages, plus de terrain, plus d'international, moins de spectaculaire, moins d'agressivité, moins de recherche de la petite phrase. Voilà tout ce que je lis depuis tout à l'heure sur les réseaux sociaux avec Robert Namias, grande voix d'Europe 1, avec Hervé Gattegno, directeur du JDD, avec Guillaume Goubert, directeur de La Croix, qui publie ce baromètre de confiance des Français dans leurs médias. Bonjour Johan.
Vous êtes avec nous, Johan, vous nous entendez? Wendy, oui, vous m'entendez? Absolument. J'aimerais que vous reveniez. Vous êtes journaliste, je crois, aujourd'hui indépendant. Vous travaillez aussi dans l'expression publique. Et bon, vous entendez manifestement cette émission depuis quelques minutes maintenant. Ce média bashing, qu'est-ce qui vous fait pour ce métier que vous aimez et pour cette information que vous aimez, Johan? Je crois qu'il y a de la responsabilité vraiment de tous les côtés, c'est-à-dire du côté des médias, on le voit bien, et ce qui est mis en question beaucoup, ce sont les chaînes d'information continue, c'est vrai, qui ont adopté un vocabulaire, et notamment dans cette crise des Gilets jaunes, qui est un vocabulaire de raccourci, un vocabulaire parfois même assez violent. Quand on regarde la question des violences qui ont été commises donc par les casseurs, par certains Gilets jaunes, etc., il y a une fascination qui est démesurée. C'est un peu comme si on parlait de la Révolution française dans d'autres proportions, avec des violences qui étaient bien plus importantes, et qu'on disait « Ah là là, cette période, quelle violence, quelle violence, quelle violence !» Il faut quand même en ressortir autre chose. Notre métier de journaliste, ça reste quand même de prendre du temps, de prendre le temps que nos concitoyens n'ont pas pour apporter une information et pour apporter une analyse, parce que l'actualité, elle doit se regarder déjà comme une histoire immédiate. Et vos invités l'ont très bien dit, on doit être capable de prendre tout de suite du recul et de mettre en perspective. Mais il y a aussi donc on a une responsabilité en tant que journaliste, on a les hommes politiques ont aussi une responsabilité. Moi, en tant que documentariste, on a beaucoup, avec Serge Moati, filmé les campagnes présidentielles. Et je dois dire que j'ai une image, moi, qui me marque beaucoup, c'est celle de 2007. Nicolas Sarkozy trimballant en Camargue les journalistes dans une charrette avec lui sur un cheval et eux tous agglutinés comme ça sur ce tracteur à le filmer. Oui. Voilà. Et 5 ans plus tard, Nicolas Sarkozy qui fait huer les journalistes à du Trocadéro et pendant toute sa campagne en disant que ce sont les responsables de sa défaite à venir, qu'ils ont été violents avec lui. Tout le monde se met à les huer. Et là, pour moi, il y a un début déjà du désaveu et de la violence. Rien à côté de Jean-Luc Mélenchon, son média bashing persistant, comme celui de Marine Le Pen. Hein. Ouais. Non mais alors pour avoir beaucoup filmé le Front National en coulisses aussi à cette période-là, moi je dois vous dire, Wendy, que la violence était moindre à l'époque et que chez Nicolas Sarkozy, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est une analyse vraiment tout à fait objective, hein, puisque j'ai vécu toutes ces campagnes. Il y avait une très très grosse virulence. Et Jean-Luc Mélenchon, effectivement, qui peut être brillant par moment, et je le dis, mais qui peut être tellement excessif et tellement fainéant. Nous a fait beaucoup de mal aussi. Nous a fait aussi du mal. Il nous a fait du mal et ses vidéos ont fait beaucoup de vues sur YouTube quand il se payait les journalistes à l'époque. Et ça n'a cessé de monter. Et je vous coupe, Johan, parce qu'aujourd'hui, le ministre de la Culture, Franck Riester, prend fait et cause aussi pour nous et regarde ce média bashing, essayant d'apporter un peu d'apaisement, peut-être créer un organe, un conseil un peu plus éthique qui pourrait gérer aussi cette profession, notre manière de l'exercer, Guillaume Goubert, et notre manière de l'exercer que les citoyens ne connaissent pas forcément, parce que c'est notre métier, c'est notre cuisine, mais il faut dire que c'est un vrai métier. Voilà, quand on le fait vraiment. Utilisons des techniques que nous pouvons expliquer, dont nous pouvons rendre compte. Je pense que les personnes qui nous regardent ne se rendent pas compte, par exemple, du travail d'enquête qui peut être fait, d'interroger de nombreuses personnes pour en faire ensuite une synthèse, pour prendre certains propos qui nous paraissent particulièrement éclairants plutôt que d'autres qui ne sont pas illégitimes, mais voilà, c'est pas ceux qui permettront de faire. Mais ça, évidemment, on le fait avec notre personnalité, notre identité à chacun. Et donc, il faut qu'on explique davantage comment nous travaillons, que les personnes se rendent compte qu'en fait, c'est un métier que nous exerçons avec des qualifications. Et soit dit en passant, parce qu'on est souvent soupçonné de très bien vivre, c'est un métier où il y a beaucoup de précarité, où il y a beaucoup de salariés qui sont dans des situations de CDD, beaucoup de pigistes, etc. Absolument. Beaucoup de chômage. Et beaucoup pourraient être, et sans doute certains d'entre eux le sont-ils, gilets jaunes, car ils sont dans des situations qui sont souvent assez difficiles. Ouais, peut-être voilà aussi pourquoi on a laissé autant la parole à ces gilets jaunes. C'est très important de dire ça, parce que je pense qu'il faut réhabiliter une forme d'expertise dans notre métier, et nous ne le faisons pas toujours, nous ne sommes pas toujours à la hauteur de cette exigence qui est totalement légitime de la part de nos lecteurs, de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. Le direct, les images en direct, le son en direct, c'est indispensable, parce que c'est aussi ça qui permet la couverture des grands événements. Rappelons-nous le printemps arabe, on a tous trouvé que c'était formidable. Mais ce qu'il faut, c'est au-delà du direct, il faut de l'expertise autour. Donc oui, du commentaire, oui, de l'analyse, et oui, comme on l'a dit tout à l'heure, de la vérification et de la fiabilité dans ce que nous faisons. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ça. Et quand même, je voudrais ajouter, pour conclure, parce qu'il faut conclure,
qu'il ne faut pas oublier que la presse, et Dieu sait si, je pense qu'on a compris qu'on pouvait être nous-mêmes critiques sur nous-mêmes. Et on va continuer de l'être, évidemment. Et on continuera de l'être. Dieu sait si la presse doit être un garant de la démocratie. Et ça, ce ne sont pas des mots, c'est une réalité. Il faut quand même réaliser le nombre de pays où la presse n'est pas libre. Quand vous regardez les milliers de titres, car il y a des milliers de titres en France, c'est un vrai pluralisme, c'est une vraie liberté d'expression. Il faut absolument la protéger, et on la protégera si on accepte les critiques. Merci d'ailleurs. Robert Namias, merci Hervé Gattegno du JDD, on attend votre journal dimanche. Merci Guillaume Goubert de La Croix, merci à Johan d'avoir réagi, à Ludovic, à Florence, vous étiez très nombreux, j'ai pas pu donner les appels de chacun. Et on se retrouve pour parler de Léonard de Vinci, 500 ans après sa mort, un génie.